Bonjour tout le monde, ici Daphné Valsin. Je vous dis déjà bienvenue dans cette nouvelle saison de notre podcast. Au cours de la première saison, nous avons parlé de santé, de bien-être en général. Cette saison qui a pour titre Les voies du leadership se veut un espace de conversation où l'on prend le temps de comprendre pour mieux penser, mieux décider et mieux diriger. Donc au cours des épisodes à suivre, je vais m'entretenir avec des leaders haïtiens au parcours et aux expériences variées. Ils vont nous parler d'un petit peu de leur vie pour nous offrir des perspectives différentes et concrètes sur ce que le leadership est, le bien-être. Parce que tu sais, le bien-être, c'est vraiment mon affaire. Et la réussite dans un monde en constante mutation. Et pour lancer cette nouvelle saison, j'ai avec moi M. Olivier Barreau, président des sociétés EIC, BUH et Haïti Leasing. M. Barreau, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Daphné, merci de l'invitation. Un vrai plaisir de partager un peu mon parcours avec vous autres. Donc, je suis tout oui. Mais pour commencer, on va vraiment commencer à la base pour voir comment est-ce que M. Barreau a grandi. Comment tout cela a commencé. Bon, j'espère que ça ne sera pas trop inconfortable. Comment j'ai grandi? J'ai grandi dans une famille très soudée, une famille très ouverte, avec un père qui était très sur les principes, qui ne parlait pas beaucoup, mais qui était une autorité, une figure morale importante. Ma mère très très présente dans notre vie, mais ce que je peux dire aussi, c'est que avec toutes les valeurs qui nous étaient inculquées chaque soir à table, alors j'ai trois autres frères, je suis né dans une famille avec 4 garçons, donc je peux te dire que dans la famille, c'était pas forcément la vie en rose chaque jour, mais très très soudés entre nous, dans la famille, avec mes frères. Et donc, je pense que ça nous a beaucoup influencé, premièrement en termes de différentes valeurs qui nous ont été inculquées. Et quelles valeurs que vous pouvez citer? Écoute, il y en a plusieurs. Et l'une des valeurs les plus importantes, ce que je pourrais dire, c'est le respect de soi-même. Mon père nous a toujours dit que, je vais le dire en créole, peut-être que ça va... C'était ça le message, mais le jour où je suis rentré dans mon pote et que ces souliers m'ont regardé parce que je ne peux pas regarder dans les yeux, lui-même avec nous, tu as 2 hommes perdus. Donc, son bagage que jusqu'où il y a dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle, sociale, et chaque jour, c'est toujours resté. Et donc, le respect de soi est quelque chose de très important si on veut être respecté par les autres. Donc, ça a affecté beaucoup les comportements. Malgré que je dois dire que j'étais assez turbulent aussi. J'étais très turbulent dans ma jeunesse. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que ça a créé beaucoup de confiance dans la famille. Et donc, on n'était pas du tout renfermés. À l'époque, on a grandi à Péguiville. Et on était en contact avec toutes les couches de la population. Les jeunes de la zone, c'est avec eux qu'on jouait aux billes, c'est avec eux qu'on montait à cheval. Donc c'était très ouvert et une bonne confiance. Donc je crois que ma jeunesse a laissé beaucoup de bonnes mémoires, je dirais. Ça m'a aidé aussi à comprendre un petit peu plus les complexités de la vie sociale et l'ouverture d'esprit par rapport aux autres. Donc voilà, je pense que c'était des bonnes mémoires. Il y a certaines personnes qui très tôt savent déjà ce qu'ils veulent faire de leur vie et d'autres personnes qui prennent un petit peu de temps pour se chercher. Dans quelle catégorie est-ce que vous vous mettriez? Moi, je peux dire que ça m'a pris du temps. C'est tout à l'heure, je parlais de turbulence. Toutes les années d'école fondamentale et autres n'étaient pas forcément les meilleures. J'étais pas parmi les premiers de la classe. Mais je dois dire que je suis parti finalement quand j'ai terminé mes études secondaires ici. Je suis parti ne sachant pas ce que je voulais faire à l'étude au niveau universitaire. En fait, c'est un de mes frères qui m'a inscrit à l'université. Juste pour y aller, j'ai passé la première année ne sachant pas exactement ce que je voulais. Je prenais des cours, mais voilà.
Et, et ensuite, il y a eu un problème familial avec un de mes frères qui avait des problèmes. J'étais là pour l'aider, mais ensuite j'ai réalisé qu'il fallait que je prenne les choses au sérieux. Et en fait, je n'étais même pas sûr que les assurances c'était quelque chose qui m'intéressait. Et étant donné que mes deux grands frères n'avaient pas continué sur les pas de mon père et de mon grand-père, je me suis dit pourquoi ne pas essayer, parce que je ne savais pas exactement quoi faire. Et donc j'ai décidé de m'inscrire à une école très spécialisée dans les assurances, les mathématiques, la probabilité, l'actuariat. Une petite école à New York, spécifiquement sur ces sujets. Et c'est à ce moment que, avec l'aide de mon père et ses réseaux, puisqu'il était dans les assurances, j'ai été accepté à l'école. Et puis c'est à ce moment que je dois dire que j'ai commencé à avoir faim d'apprendre et essayer de me rattraper dans tout ce que je n'avais pas fait auparavant. Et donc j'ai pris très très au sérieux tout ça, et c'est à ce moment que j'ai compris éventuellement le rôle que pouvaient jouer les assurances dans une société. Le fait que les assurances n'est pas seulement on voit toujours que c'est un outil financier, mais au fait les assurances c'est un outil social aussi. Donc à partir de tout ça, je me suis focalisé. Mais toute ma jeunesse, j'ai fait le minimum pour passer tout ça, mais ça n'a pas été à chaque fois très, 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 très concluant. Mais après ça, je voulais continuer mes études pour ma maîtrise. Par contre, je dois dire que mon père m'avait expliqué lorsqu'il était venu à ma graduation à l'université pour mes 4 premières années qu'il avait terminé, il avait fait tout ce qu'il avait à faire. Et maintenant, c'était à moi de décider ce que je voulais faire de ma vie. Donc, j'ai essayé de chercher du travail pour me payer ma maîtrise. Entre-temps, il est tombé malade et il devait se faire opérer, etc. J'ai reçu l'appel de ma mère qui me disait que, étant donné que c'est moi qui avais étudié les assurances, mon père a besoin d'aide maintenant. Donc, il fallait que je revienne en Haïti. Donc, je n'ai pas pu terminer ma maîtrise. Et bien sûr, je suis rentré directement en Haïti et puis commencé avec la famille en tant que 3e génération de la famille dans les assurances. Donc, au fur et à mesure, on parlera du reste. De Olivier Barrault qui est un petit peu contraint d'arrêter ses études pour revenir à Olivier Barrault maintenant, c'est beaucoup de chemin. Donc, je suppose qu'au cours des années, il y a beaucoup d'expériences qui ont fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a une expérience en particulier que vous souhaiteriez partager avec nous? En fait, il y en a plusieurs. Et à mon retour, j'avais décidé de travailler avec mon père dans une agence de courtage d'assurance. Donc, on était des courtiers en assurance. Et c'est à une époque où les assureurs ici étaient des représentations de compagnies d'assurance étrangères, mais qui elles-mêmes, dans les années 90, avaient décidé de laisser Haïti, laisser la zone, pour plusieurs raisons. C'est premièrement les troubles sociaux. Après la dictature, il y avait l'armée, il y avait constamment des changements de gouvernement, donc il n'y avait pas de stabilité dans le pays. Mais c'est le moment aussi où les catastrophes naturelles devenaient plus fréquentes, etc. Donc la plupart des compagnies d'assurance étrangères avaient décidé de quitter Haïti. Et mon père, lui, s'était associé à d'autres assureurs pour monter leur propre compagnie d'assurance. Mais il avait gardé aussi sa société de courtage pour travailler avec tous les assureurs. En tant que courtier, le courtier représente son client face aux différentes compagnies d'assurance pour trouver les meilleures options. Donc, il y avait cette agence qui travaillait aussi avec la société où mon père était un partenaire, mais qui avait gardé l'indépendance. Et voilà. Bien sûr, mon père étant mon père, et ça m'a beaucoup appris aussi, enfin, le salaire qu'il me payait pour m'occuper de ses clients n'était pas un salaire décent, je dirais.
Mais qui m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup appris. Et ensuite, si je vendais les assurances, ma commission me revenait et puis je pouvais avancer. Et donc, j'ai commencé dans les assurances, mais je dois dire que après ce que j'avais appris, je n'étais pas très satisfait de, premièrement, les produits sur le marché, deuxièmement, le service sur le marché. Et je ne voyais pas le désir de faire l'assurance jouer son rôle dans la société, je dirais, malgré tout le respect et tout l'engagement des assureurs locaux, que je respecte beaucoup. Mais j'avais ma propre vision et voilà. Donc, entre-temps, étant donné que je n'étais pas très satisfait de mon travail dans les assurances, je cherchais beaucoup de choses à faire pour me trouver d'autres revenus parce que j'étais rentré en Haïti en plein embargo. Je suis rentré en Haïti en juin 1993. J'ai commencé à travailler avec ma première épouse en septembre. Elle a commencé à travailler avec moi. Bon, on s'est rapprochés en décembre. Je me suis fiancé. En juin, je me suis retrouvé marié. Et ma première épouse avait une fille qui est maintenant ma fille. Et donc, en plein embargo, j'avais $800 haïtiens, 4000 gourdes. Et beaucoup de responsabilités. 40 dollars le gallon de gaz à Port-au-Prince, en plein embargo. Je me retrouve marié, père, et avec très peu de revenus. Donc, je cherchais comment trouver des revenus additionnels. Mais je dois dire que tout ce que j'ai touché ne marchait pas et je perdais de l'argent encore plus. Donc, j'ai démarré avec une pharmacie. Il y avait mon oncle qui avait une licence de pharmacien. J'ai démarré avec la pharmacie. Je pensais que la pharmacie allait bien, mais n'étant pas présent, puisque la journée je travaillais avec mon père, je pensais que mon stock allait bien. Mais la réalité, c'est que c'était des boîtes vides qui étaient sur les étagères. Donc quand j'ai regardé, il n'y avait plus rien. Et puis bon, j'ai encaissé ma perte. Je me suis acheté un camion, je dois dire, pour faire des transports, de livraison pour des gens, c'est trouver d'autres revenus. Très peu de temps. Le camion était un ancien camion parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Je ne pouvais pas l'assurer, il était trop vieux. Et on a volé le camion. Donc une deuxième perte. Avec mon frère à ce moment qui revient au pays, mon jeune frère, et un autre associé qui est resté client depuis toutes ces années, on a ouvert une distribution de produits alimentaires dans le Nord. Et ensuite, mon frère qui devait travailler là-dedans n'a pas voulu continuer. C'était pas pour ça qu'il était là, pour être derrière un comptoir et vendre des produits alimentaires. Il a laissé tomber. Et puis bon, on n'avait plus personne. On a perdu le stock. Une quatrième fois, avec un client des assurances, on est rentré dans l'importation de produits réfrigérés. On a fait un premier conteneur. La réalité, c'est qu'on avait mal acheté. On avait des produits qui étaient trop chers en main. Et donc, on a dû acquiescer les pertes et puis laisser tomber. Donc, à ce moment, je me suis dit, chaque bagaille moyen m'a perdu l'argent. Est-ce que c'est pas pour me tourner dans l'assurance? Rester dans l'assurance, dans ça me connaît, etc. Et puis, c'est à ce moment que j'ai essayé de recontacter les anciens assureurs étrangers pour voir s'ils voulaient retourner dans le pays ou non. Donc j'ai préparé un plan d'affaires et tout. Et finalement, ils ont décidé de ne pas rentrer en Haïti. Le conseil d'administration avait décidé que c'était toujours pas très stable, etc. Donc, ne voulant pas perdre l'investissement que j'avais fait dans la création de ce plan d'affaires, j'ai décidé, avec d'autres associés, de voir comment redémarrer et une nouvelle société de plein fouet. Et c'est comme ça qu'en 2001, AIC, Alternative Insurance, est né avec une idée de transformer complètement l'assurance, que ça soit au niveau de la gouvernance, que ça soit au niveau de la structure administrative, que ça soit au niveau de la transparence, puisqu'on avait d'autres associés pour la réédition des comptes. Et aussi réinventer les canaux de distribution des produits, réinventer et faire de l'innovation dans les nouveaux produits, la technologie qu'on utiliserait, etc.
Et puis c'est comme ça qu'on a travaillé et poussé et réussi à avancer, qui aujourd'hui est à ce point. Dans quelques mois, on va fêter les 25 ans là. Donc, vous êtes donc essayé à plusieurs choses. Il y a un pile monde qui essaie de bagailles et puis, bon, le vous finissez, ouais, ça va marcher, vous juste camper. Mais, où essayez en premier, où essayez en deuxième? En fait, quelles sont exactement les difficultés que vous avez rencontrées qui fait que chaque grain ça va pas marcher? Bon, moi-même, je ne t'ai dit tout à l'heure, j'ai arrêté trop tôt et j'ai commencé à faire des efforts et puis j'étais un petit peu paniqué sous certains bagages. Donc, c'est pas que l'idée n'est pas de bon, c'est pas que il n'y a pas de résultat à la fin, mais j'étais peut-être campé trop bonheur. Il y a plusieurs. Mais quelles difficultés vous avez rencontrées qu'il faut camper? Parce que sous camper à un certain niveau, c'est qu'il y a eu des difficultés. Bon, c'était comment l'expérience? On pas l'argent, pas trop l'argent dans mon. L'option j'ai entré dans l'importation de produits réfrigérés que nous avons parlé. Nous avons encore pour nous faire un conteneur une seule fois. Et l'homme réalisé que nous achetions trop cher marchandises là. Et nous passer la douane, respecter tout engagement que pas forcément tout le monde fait. Nous voyons que après un mois, nous avons conteneur que nous avons une caisse là-dedans. Ou disons là que le conteneur arrêté, que vous pas qu'à venir, mais avant de rentrer dans ce domaine-là, où tu as un petit minimum d'études de terrain, de marché qui t'est fait. Donc, où tu as connais qui j'ai processus là pour aller. Bon, je connais qui j'ai processus là pour aller, et je un minimum d'études que j'ai fait, et je comprends que j'ai bien acheté, même en réalité, je pas bien acheté. Deuxièmement, je réalisé après que je ne pas jouer sur un terrain qui était nivelé, que je peut-être pas connais. Maintenant, distribution, produit à tout, pas de préparation pour lui, je dois mieux préparer pour. C'est comment que ça se faisait? Bon, messieurs, même l'ouvrir, ils ont des investissements, ils ont des capacités pour avoir des magasins dans différents côtés et puis ils distribuent stock. Moi-même, j'ai stocké un seul côté et son côté, il y a un petit espace pour me faire des marchandises dans le freezer. Donc, l'espace a besoin d'utiliser. Je ne peux pas comparer moi-même pour l'espace pas, ni pour proximité que j'ai besoin avec le marché. Tout. Donc, pour me vendre, c'est lever à 3h du matin, aller dans le marché Salomon, et camper, jouer avec machin qui a joué avec marchandises, etc. Bah, 3h du matin, c'est pas jouet. Donc, finalement, si je prends plus de temps, je réussi peut-être avancer, même t'es peur. Bon, mais là, on va même finir by Wagner, parce que après les produits réfrigérés, au final, on a l'autre business dans la même ligne toujours qu'avant les produits alimentaires. Oui, et on me dit que force et famille, c'était Kwabossal, nous avons pris le client. Et dans Kwabossal, on a réalisé que soulier pas qu'à faire 3 mois dans le pied à cause de la boue, à cause de l'état en bas. Et toujours dit ça, chaque 3 mois, je me rendez-vous avec un mec qui t'a vendu dans le marché New York, dans la saline, pour aller acheter tennis, pour continuer le travail. Donc c'est de ça que je me réalisé que camion yo capable de rentrer dans Kwabossal là et nous sommes capables de faire un bagage dans zone d'Amiens, d'entrée nord ville là, côté que nous faisons magasin pour que le camion ça pas besoin d'entrer juste dans fin fond Port-au-Prince dans Kwabossal là pour venir charger. Donc si nous capables un magasin produits alimentaires dans entrée ville là, il n'y a pas besoin d'entrer dans ville là, il juste retourner dans nord tout charger etc. Je prêtais cob, m'acheter marchandises pour nous déraper et avec un associé moi qui jusqu'où il a arrêté client mais arrêté amis mais que nous grandis ensemble et t'es un petit frère qui était venu pour travailler avec nous. Petit frère me fait cap commencer, il pas de courir l'argent, il va le vendre, il va le toucher, il a investi avec nous, on a grandi etc. Donc et on te doit un pile l'argent dans ça.
Mais petit frère lui-même, après un mois, 2 mois, a expliqué que pas cachita derrière un comptoir pour la bonne lettre, caisse lettre, sac du riz, etc. Et que c'est pas pour ça à l'école. Donc, tu veux quitter ça pour le lever à 4h du matin, le descendre travail. C'est pas pour ça que tu arrêté. Donc, moi-même, avec associé, nous prêter quoi pour acheter marchandises. Qui ça nous va faire toute marchandise ça aussi, pas de monde qui pourra l'occuper. Et lors d'un question manger, manger au petit, si c'est pas mon confiance qu'il a, on a perdu un pile. Donc, comme nous pas de aucune solution, nous essayons de liquider les marchandises, perdu comme encore l'autre fois. Donc, un pile misère est passé. Mais comme on avait dit au début aussi, c'est toujours continuer à essayer. Donc, regardez, ça n'a pas marché, mais il y a l'autre bagage que nous avons essayé qui a marché. Alors, c'est ça qui fait que nous avons dit que le conseil que nous gagnons, c'est constance pour Kembe, pour que le monde qui veut faire entrepreneuriat, c'est pas courir la guerre tout de suite. Moi-même, c'est une chose que je viens de comprendre, c'est qu'à chaque fois que nous avons essayé de faire un business, au tout début, nous avons laissé tomber trop rapide. Donc, je pensais que nous étions capables de résultats. Nous avons un réseau, nous avons un contact, nous avons une compréhension, nous avons une position. Mais. Donc, il fallait essayer un petit peu plus fort, continuer à essayer. Donner un petit peu plus de temps à la chose pour que le prenne. Correct. Mais, ce n'est pas de bail qui est facile et ce n'est pas ça qui fait m'abandonner non plus tout. Donc, je continue et puis, m'apprendre de différents erreurs. Et pour revenir à vos différents essais, on ne va pas parler d'échecs en soi, qu'est-ce que vous diriez quelle est la leçon en fait que vous avez retenue de ces essais qui n'ont pas abouti? Donc si il y a beaucoup de personnes qui s'essaient à beaucoup de choses en ce moment et très souvent ça ne marche pas, mais est-ce que avec le recul vous avez pu voir pourquoi toutes ces entreprises-là n'ont pas marché et déjà qu'à l'époque, si vous en aviez tiré des leçons, et maintenant que vous regardez ça vraiment de très loin, comment est-ce que vous voyez la chose? Écoute, moi, je pense qu'il y a plusieurs points. Je dois dire qu'entre-temps aussi, après la création de EIC, j'ai beaucoup appris puisqu'on a été impliqué dans le rachat de la Banque de l'Union haïtienne avec d'autres partenaires, qui était une très grande transaction, la création de Haïti Leasing, tout ça pour créer un écosystème. Au niveau familial, on a fait le rachat d'une société qui était en difficulté, une société familiale qui était la Sada des Bosses, donc la Cooligan, et ensuite on a pu ouvrir cette société à d'autres actionnaires. Donc, j'ai été exposé à beaucoup de différents types de sociétés, différents types d'actionnariat, différents niveaux de gouvernance, de profil, de relations, la gestion des conseils d'administration, etc., etc. Et donc, ce que je peux dire pour tout ça en termes de leçons apprises, c'est que, premièrement, les meilleures stratégies au monde, tous les plans d'affaires qui ont une vision bien claire, bien spécifique, si elle n'est pas bien exécutée, elles ne vont pas valoir grand-chose. Et les résultats ne seront pas au beau fixe. Entre-temps, ce que je peux dire, c'est que le fait qu'on vit dans un environnement très instable et le fait qu'on vit dans un environnement qui a beaucoup d'incertitudes, le fait qu'on vit dans un environnement qui a beaucoup de risques, très souvent, on laisse tomber plus vite que nécessaire, donc qui empêche la réussite. Donc si on garde le profil nécessaire, et si on garde la vision et la structure nécessaire, je crois qu'à la fin des fins, on va y arriver avec toutes les bonnes valeurs qu'on inculque dans les différentes sociétés et la gestion qu'on fait de cette société. Donc, aujourd'hui, je crois que le thème sur lequel on parle, qui est la mentalité gagnante, eh bien, la mentalité gagnante, pour moi, c'est comment exécuter de manière disciplinée, de manière stricte et avec la discipline qu'il faut, une vision.
Mais en fait, là, par exemple, vous aviez essayé dans plusieurs domaines, vous avez laissé tomber dans ces domaines, mais en fait, en général, vous n'aviez pas laissé tomber. Vous avez continué à essayer, ça n'a pas marché, mais ma une qui marchait. Mais la différence, c'est que j'ai continué à essayer avec la vision d'un écosystème qu'il fallait qu'on crée. Et la complémentarité entre les différentes sociétés, utiliser la capacité, les connaissances et les profils de chaque compagnie. Hein? Peut-être que ça, c'est tout parti dans ce qu'on est, par exemple, parce qu'au final, vous avez fait des études dans le domaine des assurances, ou c'est l'autre bagage qui n'avait rien à voir avec ça, après, vous réalisez qu'il fallait retourner vers ce qu'on est. Exact. Et ça me connaît, qui était assurance, c'est de la finance aussi. Les gens, les clients payent de leur propre épargne pour avoir une promesse de quelque chose qui peut arriver et que nous soyons là. Et c'est la même chose pour les banques, c'est la même chose pour le leasing au niveau de la finance. Maintenant, la réalité, pour terminer ce que je disais, c'est que la mentalité gagnante, c'est d'être capable d'exécuter une vision sous pression. Parce qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de responsabilité en tant que leader pour arriver à des points. Et c'est la gestion des hommes et des femmes aussi. Donc le capital humain, nous autres, on s'est beaucoup focalisé d'abord sur le caractère de la personne, avant même de voir la capacité, la compétence ou la formation de cette personne, mais beaucoup plus sur le caractère de la personne. Et une fois que le caractère répond à tout ça, montrer la vision, donner les outils nécessaires et les discours aussi pour que ce capital humain s'approprie de la vision, qu'elle la défende, et ensuite on s'investit dans ce capital humain pour qu'il soit mieux formé pour prendre en charge les responsabilités. Je crois que sur le leadership, on parle beaucoup, il y a beaucoup de styles, différents styles de leadership, mais mon leadership à moi est beaucoup plus un leadership que je dirais démocratique. Donc il y a un transfert de responsabilité qui est donné aux autres pour qu'ils puissent non seulement participer eux-mêmes, mais aussi avoir la capacité de démontrer leurs compétences et leurs capacités. Et c'est avec cette délégation, c'est monitorer la délégation, et puis on peut faire des plus grands pas et aller plus vite. Hein, parce que la vitesse aussi d'exécution est quelque chose d'important, parce que, encore une fois, on vit dans un environnement qui est très, très incertain. Donc, exécuter les visions, les stratégies, c'est très important de le faire de manière disciplinée, mais avec la vitesse qu'il faut. Mais là, dans le rôle de leader, il y a aussi la prise de décision qui occupe beaucoup de place. Se décider à miser sur cette personne plutôt qu'une autre, c'est déjà une grande décision. Est-ce que vous-même, vous avez comme un processus pour vos décisions, pour prendre vos décisions? Écoute, le processus, c'est que je dépends aussi de ce que j'appellerais mes généraux. Et j'utilise beaucoup leur capacité. Je crois qu'ils ont eu très vite la compréhension que, de mon côté, la culture d'entreprise est la colle qui tient le tout ensemble. Et toute entreprise qui donne des résultats, c'est parce que le capital humain derrière est là, il est préparé, et il a la vision, il a l'appropriation de la vision, il a les outils, et il a la formation et la compétence nécessaire pour l'exécuter. Donc, passer des interviews avec nos différentes sociétés, je crois que c'est parfois un périple pour certaines personnes, parce que avant de prendre la décision, il y a plusieurs interviews qui se font, que ça soit du côté technique, que ça soit du côté des ressources humaines, et aussi éventuellement avec moi sur certains points, bien sûr, et la culture d'entreprise, la vision et le caractère et tout ça. Donc, ce processus, peut-être que ça prend un petit peu plus de temps, mais on veut s'assurer qu'on a les bonnes personnes à la bonne place pour pouvoir atterrir tout ça, parce que chacun dépend de l'autre. Hein? Donc, en fait, on dit toujours qu'on n'a pas de job, on n'a pas des jobbers,
dans nos entreprises. On n'a pas de poste qu'on offre, mais beaucoup plus, on a des responsabilités qu'on veut transférer. Donc, ces points-là sont très importants. Vous avez beaucoup parlé de discipline, donc je suppose que c'est une valeur qui est importante pour vous. La discipline, oui, parce que l'exécution, encore une fois, si on n'exécute pas correctement, on ne pourra pas atteindre ce qu'on souhaiterait atteindre. Donc la discipline est très importante, mais comme je disais aussi, l'esprit de famille, l'esprit d'équipe est très important. Et pour trouver et gagner cet esprit d'équipe, il faut que, premièrement, la personne s'identifie dans la vision qu'on souhaite avoir. Il faut qu'elle s'approprie de cette vision et qu'elle y croit, et fondamentalement, pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même et défendre cette vision. Je vois ça aussi comme une relation de confiance. Tout à fait, tout à fait. Et très souvent, parfois, il y a beaucoup de gens qui perdent énormément de temps pour donner 10% de confiance, au fur et à mesure donner 20%, 30%, etc. Nous, on prend plus de temps au début, mais on fait confiance dès le début, mais on ne souhaite pas la perdre. Donc, on monitore et ça nous permet d'aller plus vite. Donc, ces valeurs au niveau des différentes entreprises, que ce soit sur le leadership, donc pouvoir déléguer à ces personnes des responsabilités, l'esprit de famille, l'esprit d'équipe qui s'approprie de la vision, la discipline d'exécution pour que chacun comprenne son rôle et l'impact que lui, quand il ne respecte pas ses responsabilités, ça affecte le reste de l'entreprise. Donc tout ceci, c'est des valeurs qui sont très importantes pour nous, sans compter que à travers le caractère, il y a d'autres valeurs qui sont importantes, comme l'intégrité, comme la culture de performance et autres. Donc, quand je parle de caractère, je parle de tout ça. Et dans ça, comment est-ce que vous voyez la compétition? Parce qu'il y a aussi ça. Écoutez, nous autres, depuis le début, on a toujours... bien sûr, il faut regarder ce que fait la compétition, il faut comprendre ce que fait la compétition, il faut regarder les forces, les faiblesses, mais la réalité, c'est qu'on est en compétition avec nous-mêmes chaque jour. Et de notre côté aussi, nous avons une culture de ne pas suivre les courants. Donc, ce n'est pas ce que font les compétiteurs qui nous intéressent. Nous, on va toujours à contre-courant. Et ça, c'est un livre qui m'a beaucoup frappé dans mes lectures, qui était le Blue Ocean Strategy, qui justement montre la capacité de faire différemment et de créer son propre chemin. C'est peut-être le chemin le plus difficile, mais une fois qu'on crée son propre chemin, on crée un espace où il y a beaucoup moins de compétition. Donc la compétition ne nous intéresse pas spécifiquement. Tandis que si on fait les mêmes choses que les compétiteurs et qu'on s'aligne, ça sera une bataille constante. Et ça sera un océan rouge parce qu'il y aura beaucoup de sang là-dedans. Très souvent, ça a comme résultat qu'on va voir qui est-ce qui va rester plus pauvre pendant plus longtemps. Tandis que quand on crée un océan bleu qui est plus calme, le temps pour que la compétition nous rattrape, on a déjà une vision pour créer un nouveau océan bleu autre part. Donc c'est pourquoi je disais que quand on a recréé les méthodes de distribution des produits d'assurance à travers des nouveaux canaux qui n'étaient pas traditionnels, ça nous a donné une expertise différente de nos compétiteurs. Lorsqu'on a créé, au terme d'innovation des produits, ça a créé des nouveaux marchés pour nous que nos compétiteurs n'étaient pas encore là-dessus. Donc ça nous a permis d'avoir un espace. Et donc tout ceci nous a permis de renforcer la société. Et donc on est toujours très alerte. Et c'est pourquoi c'est peut-être très différent des autres, mais comme tu sais, on a 3 insectes qui représentent nos valeurs à la AIC, qui sont très chers. Et j'essaie d'inculquer ces aspects dans les autres sociétés aussi, dans lesquelles nous sommes impliqués. Et le lézard doit être alerte. Le lézard ne bouge pas, on pense qu'il dort, mais en fait, c'est ses yeux seulement qui bougent pour monitorer ce qui se passe dans la compétition. Mais quand il y a une opportunité,
il l'apprend très rapidement et on réalise qu'il ne dormait pas. Donc il est très alerte à ce qui se passe dans son environnement, mais en même temps, il est focalisé sur ce qui lui revient en termes de vision et d'opportunité. Il y a aussi la libellule. La libellule, c'est justement aller à contre-courant. La libellule, c'est le seul insecte qui peut voler contre les vents et que ses ailes ne soient pas cassées, malgré que ce soit des ailes très faibles. Mais ça montre la force, ça montre la détermination et ça montre la capacité de faire fi des peurs. On n'a pas besoin d'avoir peur, même s'il y a l'incertitude devant. Donc on ne fait pas les mêmes choses que tout le monde, on va à contre-courant. Et ensuite, il y a le papillon. Le papillon, c'est la résultante, comme tu sais, d'une chenille qui est un autre insecte complètement différent, qui rentre dans son cocon dans le noir. Il y a une transformation qui se fait. Et cette transformation à l'interne que personne ne voit, c'est tous les déchirements, toutes les heures de travail, toute la détermination dans la création de nouveaux produits, comment se réinventer, comment faire différemment. Et ensuite, ce papillon qui sort, qui s'occupe, ou qui a un espace beaucoup plus ouvert, cet océan bleu dont on parlait. Mais aussi, le papillon est un insecte magnifique. Hein, donc. Mais ça montre quoi? C'est que de temps à autre, il faut se réinventer. Si on veut, et c'est comme pour la AIC, on va fêter nos 25 ans. Si on continue à faire ce qu'on avait fait pendant les 25 premières années, on ne sera pas capable de continuer à donner les mêmes résultats. Donc il faut à chaque période se réinventer pour s'adapter, premièrement, au changement du marché, la technologie qui change, la distribution des produits qui change, le profil des ressources que nous avons en termes des ressources humaines, la capacité financière qu'on a, comment réexploiter les placements, les investissements. Donc la réinvention fait partie de notre culture d'entreprise. Le monitoring de notre compétition est important, mais ce n'est pas notre priorité. On est en compétition avec nous-mêmes et on est constamment en train de se transformer et de trouver des nouveaux espaces en allant à contre-courant. Mais là, quand je vous entends parler, je vois que c'est un travail continu, c'est assidu, c'est lourd. Et pour revenir justement à la mentalité gagnante, c'est quoi le mindset, c'est quoi la préparation en fait, qui est derrière tout ça pour que vous puissiez, comme on dit, être toujours like one step ahead? Je crois que on a la capacité, en tout cas au niveau des différentes sociétés, d'être one step ahead. Et à tous les niveaux, que ce soit en termes de responsabilité sociale d'entreprise, on essaie de montrer le chemin, que ce soit au niveau de la réinvention de nos différentes entreprises. Et cette mentalité gagnante, c'est tout ça. C'est exécuter les stratégies sous pression. Parce qu'on a beaucoup de pression, on vit des environnements très difficiles. Je crois que récemment, l'une des difficultés qu'on a eu le plus, c'est la perte de capital humain. Pas parce que ces gens n'étaient pas bien chez nous, mais parce que l'environnement dans lequel on opère, ils ont eu des opportunités de voyager, de quitter le pays, à cause de l'insécurité et tout. Mais ce sont des pertes énormes pour nous, parce que quand on s'investit dans un capital humain à fond, on n'a pas peur de le faire dans les meilleures entreprises, dans les meilleures écoles de formation, pour la formation continue, les partenariats avec les différentes écoles locales que nous avons pour former notre capital humain. Ça nous coûte. Et recommencer à former des gens, c'est aussi très coûteux. Donc, cette mentalité gagnante, c'est de prendre le temps et l'investissement nécessaire. On ne peut pas se battre contre le temps. Ça prend du temps pour créer de la richesse, ça prend du temps et un profil et une détermination pour travailler. Si on essaie de se battre contre le temps, le timing de nos décisions ne sera pas bien fait. Et deux, se battre contre le temps, ça veut dire de faire des choses qui ne sont pas correctes moralement.
Et on sait que lorsqu'on essaie de se battre contre le temps, les résultats seront négatifs. Et c'est là où je crois qu'aujourd'hui, je suis très fier de voir que malgré les difficultés, je crois que la tendance pour les différentes compagnies, quand il y a des moments difficiles au niveau économique, il n'y a pas d'affaires, etc., la tendance, c'est de baisser les coûts sur deux aspects. Premièrement, les ressources humaines, donc laisser partir un capital humain. Et deuxièmement, couper les coûts de communication, de marketing et de l'image de marque. Mais ces deux points sont extrêmement coûteux parce que c'est très difficile de se relever après. Parce qu'on n'est pas capable de donner les mêmes services. On n'est pas capable d'avoir de s'appuyer sur l'image de marque qui est respectée, etc. Et donc nous autres, c'est justement le fait qu'on ne fait pas comme les autres, qu'on va à contre-courant. C'est pas là où nous on a coupé les coûts pour pouvoir donner des résultats et continuer à donner des résultats. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu à se défaire de notre capital humain, de notre volonté pour pouvoir faire face aux difficultés. On n'a pas eu à baisser les coûts de marketing, de promotion, de branding, etc. Au contraire, et l'image de marque est restée très forte, je dirais. Et malgré tout ça, on a continué à cause de la discipline que nous avons, à cause des prévisions que nous faisons, les provisions que nous faisons pour les moments difficiles, les réserves qu'on construit. Ça nous a permis de continuer, malgré que ce soit des moments difficiles, de continuer à donner des résultats positifs pour nos collaborateurs qui sont capables de continuer à grandir, nos actionnaires qui continuent à avoir une valeur ajoutée et créer une valeur ajoutée à leurs investissements, et notre clientèle qui continue à croire parce qu'on est là et on continue à être présent et à respecter nos engagements envers la clientèle. Nous avons parlé des difficultés, nous avons parlé des enjeux, du travail assidu qu'il faut pour arriver à un certain niveau, mais on n'a pas parlé des opportunités. Et il y a une phrase que je vous ai entendu dire à plusieurs reprises, votre définition de la chance, et je voudrais revenir sur ça, parce que des fois aussi, peut-être qu'au moment où vous vous êtes lancé, vraiment, que vous avez lancé ici, peut-être que c'était justement le moment, peut-être, donc c'est une opportunité que vous avez saisie. Tout à fait. Je pense que, comme tu dis, ma définition de la chance, c'est lorsqu'on est prêt et lorsqu'on est préparé et que l'opportunité, c'est le carrefour où la préparation et l'opportunité se croisent. Donc très souvent, on ne comprend pas pourquoi est-ce que quelqu'un a plus de chance qu'une autre, mais c'est parce que cette personne s'était préparée, c'est parce que cette personne s'était investie et se positionnait pour avoir accès à ces opportunités et les saisir. Donc, à différents niveaux, c'est ce qu'on fait avec nos différentes sociétés, quitte à ce que ça soit au niveau de la gouvernance, donc les prises de décision, la structure organisationnelle qu'on met en place pour pouvoir ne pas prendre des décisions sur un flair, mais beaucoup plus des décisions basées sur des chiffres, basées sur du concret, basées sur des informations fiables, et aussi préparer notre capital humain. Je crois que, je reprends l'exemple là tout à l'heure, après le tremblement de terre où on ne savait pas comment on allait s'en sortir, après le tremblement de terre, parce que c'était pas quelque chose qui était dans notre vision en réalité. En termes de focus, on comprenait qu'on était exposé à tout ça, c'est pourquoi on était protégé par la réassurance et tout, mais c'était pas on ne s'attendait pas à un événement de cette magnitude. Et tout de suite après le tremblement de terre, malgré qu'on avait des obligations extrêmement importantes, j'ai pris en charge l'intégralité de la société et j'ai envoyé tous mes généraux, comme je disais, donc tous mes directeurs qui sont partis ensemble dans des formations de haut niveau en France pendant plus d'un mois, pour les préparer justement à la reprise, pour les préparer
à donner des résultats. C'était votre façon de préparer la réponse. C'est ça. Donc c'était un moment où il n'y avait pas énormément d'affaires, puisqu'il fallait régler toutes les réclamations et tout ça. Donc j'ai eu beaucoup sur le dos de mon côté, mais mon capital humain était en train d'être préparé pour monter à un autre niveau, puisqu'on avait des investisseurs étrangers, des investisseurs sophistiqués, auxquels il fallait répondre en termes de niveau de gouvernance. Donc cet investissement, j'aurais pu décider de ne pas le faire, mais je n'aurais pas les résultats non plus, ni la capacité de transférer certaines responsabilités, surtout avec les nouveaux investisseurs qui venaient. Il fallait qu'on soit capable d'être à la hauteur et d'être investment grade, comme on dit, donc se préparer pour pouvoir commencer à grandir. Et la réalité, c'est qu'après le tremblement de terre, nos affaires ont triplé de la façon dont nous avons géré la réponse à la clientèle. Et nos affaires ont triplé. Donc, pour pouvoir respecter les normes, il fallait réinvestir dans la compagnie aussi pour faire face à la croissance de cette compagnie. Et cet investissement s'est fait à travers d'autres partenaires, comme je disais, sophistiqués. Donc, on s'est préparé et puis on a saisi l'opportunité et on a continué à croître. On a parlé à plusieurs reprises de votre processus de prise de décision. Mais je voulais savoir, en fait, tout au long de votre longue carrière, quelle est la plus difficile décision que vous avez eue à prendre? Je crois qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais l'une des décisions qui était importante, premièrement, c'était la création de la IAIC, où sortant d'une réunion de travail avec un client, j'étais un courtier de ce client, et je lui ai amené un contrat d'assurance dans lequel je ne croyais pas réellement. Je ne pensais pas que c'était la meilleure offre, mais mon approche, c'était de lui dire, écoutez, je vous apporte l'assurance, je ne suis pas sûr que c'est le meilleur produit, mais ce que je peux être sûr, c'est que, vous ne pouvez pas rester sans assurance temporairement, mais je peux vous dire que je vais m'engager à trouver d'autres solutions beaucoup plus intéressantes pour vous. Et en sortant de ce client, avec tout ce que ça comportait dans mes relations d'affaires, etc., j'avais pris la décision de... Je ne savais pas comment j'allais le faire. Je n'avais pas forcément les capacités de le faire, mais j'avais décidé à ce moment que j'aurais ma propre compagnie d'assurance. Si je devais continuer. Et je devais continuer dans les assurances, puisque j'ai essayé tout auparavant et ça ne marchait pas. Qu'est-ce qui fait ce déclic-là, le moment où je me dis que bon... J'en ai marre je ne sais pas, d'essayer d'offrir des choses que je sais que c'est pas ça mon besoin, c'est pas ça, ça va pas faire l'affaire et que je veux créer ma propre entreprise et offrir mieux. Moi, je pense que ça a à voir premièrement avec l'industrie. L'industrie de l'assurance, c'est une promesse, d'être là quand le client a le plus besoin de nous, c'est un engagement envers le client. La deuxième chose, c'est que le caractère aussi que tu formes, parce que j'aurais pu fermer les yeux et puis laisser ça passer ou me concentrer sur autre chose. Mais l'intégrité. Mon caractère ne m'a pas permis de rester comme ça et c'était un client qui avait commencé avec mon grand-père. Donc mon grand-père, mon père et moi-même. Donc il y avait comme une relation de confiance entre vous. Je me suis dit que c'était pas possible. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 75 ans, plus de 80 ans que ce client était avec la famille. Donc, je n'avais pas l'intention de le perdre. Et puis, j'ai pris la décision, malgré que je ne savais pas comment j'allais le faire. Et tout. Et voilà. Je crois que ces décisions sont parfois difficiles. La deuxième, c'est que... Une décision très difficile aussi. C'était le tremblement de terre en Haïti. Et ce qui devait se passer après. Les difficultés que nous avons eues, les réponses. C'était un gros test avec nos partenaires étrangers. Comment gérer tout ça. Mais le fait qu'on avait construit des relations très importantes, on avait eu à prendre des décisions très difficiles. Et malgré qu'on ne savait pas comment on allait s'en sortir, comment nos partenaires allaient réagir, je dois reconnaître qu'il y a eu un banquier qui a été très correct et c'est un homme qui comprend ce que ça veut dire l'homme derrière un commerce, comprend ce que ça veut dire le caractère. Et malgré que théoriquement on était dans un moment difficile, il nous a avancé des montants extrêmement importants
en attendant que la réassurance soit capable de nous rembourser. Et c'est ce qui nous a permis de payer très rapidement nos clients sans savoir comment nos réassureurs allaient réagir. Et on s'était engagé pour des montants très importants et c'était sous ma responsabilité. Donc, lorsque je signais ce document, c'était une décision très difficile. Et là, avec le recul, l'expérience, est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire certaines choses différemment aujourd'hui? Je pense que la seule chose que j'aurais fait différemment, c'est que malgré tout ce que je dis, j'ai eu beaucoup d'hésitation parce que j'ai pris beaucoup de risques. J'ai eu beaucoup de responsabilités très jeune. Mais très souvent, j'ai pris beaucoup de temps, ou j'ai pris peut-être trop de temps à prendre des décisions. Et j'aurais pu faire mieux si j'avais pris des décisions plus vite et plus rapidement. Donc très souvent, on pense que j'hésite par rapport à mon caractère. Je prends du temps avant de prendre une décision. Par contre, quand je prends la décision, mentalement, je suis prêt pour toutes les conséquences. Mentalement, je suis prêt pour m'investir, pour donner les résultats et atterrir la vision que je souhaite. Donc parfois, je prends trop de temps à prendre des décisions, mais mis à part ça, je crois que avec mes équipes, on a eu des moments très intéressants. Je pense que j'ai un de mes professeurs, encore il va se marier, qui était quand je dis ça, qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Yeah. Donc des fois, on prend du temps pour prendre certaines décisions, mais c'est justement le temps qu'il fallait pour les prendre. Oui, mais parfois, ces décisions, malgré que les différents paramètres sont là, on hésite quand même à cause de la peur, parce qu'on ne sait pas sortir de sa zone de confort. Et je crois que c'est l'un des points les plus importants aussi. Très souvent, lorsqu'on est dans une zone de confort, on comprend, prendre une décision pour aller vers une autre échelle ou un autre échelon, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, on ne sait pas. Très souvent, on pense que ça sera une ligne droite, mais très souvent, ce n'est pas une ligne droite, c'est une ligne très, très sinueuse, avec les risques que ça comporte dans ce pays. Donc, on préfère rester dans son cocon et dans sa position. Mais rester dans son cocon et dans sa position... C'est qu'on ne va pas évoluer aussi. On ne va pas évoluer, ça ne va pas avancer. Donc, parfois, malgré qu'on s'est bien armé, on a bien réfléchi, on a toutes les informations pour prendre la décision, c'est le courage de faire face à l'incertitude, le courage de faire face à ces difficultés qui pourraient s'en venir. Mais la réalité, c'est qu'une fois que la vision est collective, une fois que la vision répond à un besoin réel, et si on s'arme de discipline, si on s'arme de cet esprit d'équipe, de comprendre qu'on n'est pas seul, de comprendre que ce n'est pas seul qu'on pourra atterrir tout ça, et d'avoir des équipes qui peuvent grandir avec nous, on n'a pas besoin de faire le saut, comme on dit. On arrive à la fin de cet échange, mais on va conclure avec surtout des conseils pour les jeunes qui regardent cette émission. Avant tout, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des habitudes que vous pensez qu'il faut à tout prix développer et des erreurs à éviter à tout prix aussi? Écoute, la première chose, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que les jeunes doivent comprendre, parce que la tendance aujourd'hui, avec la technologie, avec les nouvelles technologies, on veut tout de suite. Hein? On veut l'information tout de suite, on veut grandir tout de suite, on veut avoir les capacités tout de suite. Mais la réalité, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps, donc on ne peut pas arrondir les coins, comme on dit, en faisant ce qui n'est pas correct. Il faut avoir la capacité de se construire d'abord, se construire soi-même, donc son caractère, et comprendre que y a un profil qui permet d'ouvrir des portes sans qu'on ne sache que ces portes allaient s'ouvrir. Donc, il faut que les jeunes aujourd'hui, malgré que c'est important, une fois qu'on prend une décision, d'aller plus vite que possible, mais ça prend du temps. Ça prend du temps de construire de la richesse et les opportunités viennent à ceux qui sont préparés, comme on dit. Donc, se préparer avec la compétence nécessaire, avec le caractère nécessaire et avec le profil qui puisse attirer des partenaires qui donnent la confiance en ce qu'on fait et que cette vision qu'on souhaite faire
va résoudre un problème. Va résoudre un problème, pas simplement pour soi-même, mais pour la collectivité. Les entrepreneurs qui réussissent ne rentrent pas dans l'entrepreneuriat, premièrement, pour gagner de l'argent uniquement. Ils rentrent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ne veulent pas rester dans le statu quo, parce qu'ils veulent résoudre un problème qui va avoir un impact sur la communauté et résoudre ce problème pour tout le monde. Et la dérivée, c'est qu'ils vont gagner de l'argent. Hein? Personnellement, dans toutes les sociétés dont on a parlé, je n'avais pas de l'argent pour les faire. J'avais la vision, j'avais la détermination, j'avais la passion. J'étais sûr de voir que ça aurait un impact sur la collectivité. L'argent est venu, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Mais il faut pas se focaliser sur l'argent spécifiquement. Donc, je crois que c'est ça en termes de conseils, la construction de l'homme, la préparation et la vision de vouloir résoudre un problème qui est un problème pour tout le monde. Pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, je vais revenir au thème un petit peu de l'échange, qui est la mentalité gagnante. Donc, selon vous, il y a donc une façon de penser qui va aboutir au succès et à la réussite directement? Écoute, la mentalité gagnante, mis à part tout ce qu'on a parlé sur la préparation, le caractère et tout ça, la mentalité gagnante pour moi, je crois que l'un des ingrédients les plus importants, c'est la constance. La constance dans ce qu'on fait. Récemment, on avait le marathon des Cailles, on a pu vivre et voir comment la constance a fait que celui qui a gagné a gardé sa capacité. Et il a été constant, malgré qu'il avait l'énergie pour aller plus vite. Il ne l'a pas gaspillé. Il est resté avec la même constance, tandis que d'autres qui ont essayé Ils sont essoufflés en cours de route. Ils ont été essoufflés en cours de route, ils n'ont pas pu continuer. Ils avaient la vision, ils y croyaient, ils avaient la compétence, ils avaient tout, mais la réalité, c'est que la discipline n'était pas forcément là. Parce que aujourd'hui, même si à chaque différentes étapes, on a l'énergie, on a la capacité d'avancer, il faut sauvegarder un peu de cette énergie pour demain. Et garder cette même constance constamment. Hein. Parce que ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui abandonnent trop tôt. Parce qu'à la fin, c'est celui qui continue et qui éventuellement pourra bénéficier de tout ça. Donc, c'est vrai que la mentalité gagnante, il faut avoir la discipline, c'est vrai qu'il faut croire dans ce qu'on fait, c'est vrai qu'il faut avoir la crédibilité pour attirer la confiance des autres et tout. Mais c'est la constance, parce que je dis ça parce qu'aujourd'hui, on vit dans un environnement en Haïti qui est très incertain, un environnement qui est très hostile à la création de richesses et à la qualité de vie des populations. Donc, c'est ce qu'on fait nous autres, c'est la constance qu'on continue pour pouvoir être toujours présent et faire face à nos responsabilités. Donc, si je devrais avoir un message à d'autres, c'est justement ça. C'est de se préparer, savoir quelle opportunité, parce qu'il y aura toujours des opportunités, il faudra savoir laquelle prendre et avoir la constance pour continuer à atterrir et être le dernier à laisser tomber. Donc tout autant qu'il y a un compétiteur en face, il faut avoir la constance pour avancer. Donc au moins c'est une chose que l'épisode d'aujourd'hui nous aura appris, c'est que derrière chaque leader, il y a des choix, des doutes et aussi une manière de penser. Merci M. Barreau de nous avoir accordé votre temps et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de Les Voix du Leadership. Merci Daphné, merci à vous tous. À bientôt. À bientôt.